Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le Centre interrégional de coordination de la lutte contre la piraterie maritime a officiellement ouvert ses portes à Yaoundé, capitale économique du Cameroun, ce jeudi. Un bâtiment qui résulte directement du sommet contre la piraterie en juin 2013. Plusieurs ministres malgaches sous la présidence de l'ancien chef d'État, André Rajoelina, soupçonnés de corruption. 3 d'entre eux seront traduits en justice, notamment dans l'affaire dite des tracteurs indiens. Et puis, les fédérations sportives prennent elles aussi des mesures contre la propagation du virus Ebola. La Confédération africaine de football a interdit aux 3 pays les plus infectés de recevoir des rencontres sportives. Mais avant de développer ces titres, la présence de militaires burundais en République démocratique du Congo en question. Des hommes revêtant l'uniforme de l'armée burundaise ont été aperçus par la société civile du Sud Kivu. Une version que conteste formellement le gouvernement par le biais de son porte-parole Lambert Mende. Pour les habitants, il serait entre 750 et 900 militaires burundais à patrouiller en soirée. L'opposition réclame une enquête afin de définir la fonction exacte de ces hommes. Écoutez l'analyse de notre éditorialiste Gracien Rukindiki. La présence des militaires burundais au RD Congo ne fait pas de débat en fait. En effet, un accord a été signé entre les deux pays en 2010 pour permettre à l'armée burundaise d'entrer au Congo pour traquer d'éventuels rebelles. Mais là où le bas blesse, c'est surtout contesté par beaucoup de personnes au Burundi, notamment la société civile, c'est surtout la présence des miliciens qu'on appelle Imbonerakure qui portent la tenue militaire, qui accompagnent ces militaires burundais en même temps qu'ils font des entraînements. Tout ce qu'on sait, c'est que les Nations Unies contestent, ne confirment ou n'infirment la présence de ces miliciens. Certains observateurs ou même certains officiels burundais, y compris des ministres, affirment sous couvert d'anonymat qu'il y a la présence des miliciens Imbonerakure au Congo, mais que c'est de la haute politique. C'est un vrai sujet de débat au Burundi, notamment à la veille des élections qui vont se tenir en 2015. La structure était prévue par le sommet de Yaoundé 2013 sur la sûreté et la sécurité dans le golfe de Guinée. Le Centre interrégional de coordination vient d'intégrer son siège à Yaoundé au Cameroun. Dirigé de façon intérimaire par le colonel sénégalais Abdourahmane Dieng, il compte 12 employés civils et militaires. Pour rappel, 130 cas de criminalité ont été recensés dans le golfe de Guinée, rien que pour l'année 2013. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Doumbé. Après la validation de ces textes organiques, le CIC, Centre interrégional de coordination, intègre son immeuble siège à Yaoundé au Cameroun. Ce bâtiment flambant neuf de 3 niveaux situé au quartier Bastos sera le point de départ de la mise en pratique du plan de sécurisation des côtes africaines. Le CIC a été créé pour matérialiser la volonté des chefs d'État et de gouvernement à mettre un terme aux actes de piraterie dans le golfe de Guinée. Une volonté affichée lors du sommet de Yaoundé en juin 2013. À présent que le CIC a été doté d'instruments juridiques appropriés et de ce cadre de travail, eh bien, il faut véritablement s'attendre à ce que la lutte contre la piraterie maritime s'intensifie sur le terrain. L'objectif étant son éradication totale pour permettre aux États riverains, n'est-ce pas, de mener à bien leurs missions respectives de développement socio-économique et de préservation de la sécurité des personnes et des biens. Pour la toute première équipe dirigeante du CIC, tout sera mis en œuvre pour que la nouvelle structure soit opérationnelle dans les meilleurs délais. Les autorités du pays hôte ont mis la barre très haut. Les objectifs ont été définis. Il s'agit maintenant de se mettre au travail. Nous avons 6 mois pour définir l'ensemble des missions du CIC, définir les fiches de tâches, déterminer les termes de référence, ensuite recruter du personnel. Au plus tard en février, le CIC justement aura donc atteint son niveau de croisière et nous espérons justement donc faire preuve de toute l'efficacité possible dans le cadre de la mission qui nous a été donnée. En marge de cette cérémonie d'inauguration, un accord de siège a également été signé entre le Cameroun et le CIC. Les experts chargés d'animer cette structure seront bientôt à pied d'œuvre. Objectif, démarrer les opérations avant la prochaine réunion des chefs d'État et de gouvernement prévue en 2016.
Les ministres de la transition malgache devant la justice, plusieurs membres de l'exécutif ayant officié sous la présidence de Andry Rajoelina sont suspectés de corruption. L'affaire dite des tracteurs indiens est notamment revenue sur le devant de la scène. Les explications de Marina Vanier. Ils sont au total 3 ministres à devoir rendre des comptes à la justice malgache. Parmi eux, l'ancien ministre de l'Énergie, Rodolphe Ramanantsoa. Il a été inculpé ce mercredi pour fait de corruption, alors que plusieurs anciens membres du gouvernement font l'objet d'une enquête judiciaire. Il a été inculpé ce mercredi pour fait de corruption, pendant que plusieurs anciens membres du gouvernement font l'objet d'une enquête judiciaire. Si le président de la République, Radon Armapian, a déclaré ne pas vouloir faire de chasse aux sorcières, la justice et le Bianco, de leur côté, comptent démontrer non seulement leur indépendance, mais également le fait qu'ils ont un rôle crucial à jouer dans le retour à un état de droit. L'ancien ministre actuellement en liberté provisoire verra son affaire jugée ce vendredi en compagnie de 10 autres personnes. Un autre ancien ministre, lui, est soupçonné d'être impliqué dans la revente de matériel roulant acquis sous le précédent gouvernement. Comme lui, l'ex-responsable du tourisme sous le président Rajoelina est également suspecté de corruption et sera prochainement convoqué par la justice. La précédente opération conjointe du secrétaire d'État à la gendarmerie et du ministre de l'Environnement, qui a permis la saisie de plusieurs milliers de rondins de bois de rose et qui a mené à l'arrestation et à la poursuite de plusieurs trafiquants notoires, font partie de ces actions qui démontrent la volonté des dirigeants et notamment de la justice de mettre fin à l'impunité et à la corruption dans tous les domaines, mais surtout à tous les niveaux. Depuis sa nomination en juin dernier, le nouveau directeur Jean-Louis Andria Mifidi s'est attelé à remettre de l'ordre dans l'administration, notamment à de hauts niveaux politiques et sociaux. Au Maroc, le port Tanger-Med 1 devient le 2e port de la zone Afrique et le 7e de la zone Méditerranée. Dans un classement établi par un magazine spécialisé, le port a enregistré une progression de 18 places et passe de la 72e à la 55e. En 6 ans d'activité, 40% ont été enregistrés en plus, des performances qui pourraient continuer à augmenter en 2014. Le verdict est tombé ce vendredi matin à Pretoria, capitale sud-africaine. Le coureur Oscar Pistorius a été reconnu coupable d'homicide involontaire. Il ne risque donc pas la prison à perpétuité. La nature de sa peine sera prononcée d'ici 3 semaines. Le sportif de 27 ans avait reconnu avoir tué sa petite amie le 14 février 2013 et affirmé l'avoir confondu avec un cambrioleur. Une thèse donc admise par la juge Thokozile Masipa. Écoutons les précisions de notre éditorialiste Marianne Séverin. Une grande partie de la population, et on va dire la population noire, est un peu dubitative par rapport au verdict. Et parmi mes contacts sud-africains, certains ont dit que c'était mieux que rien, parce qu'on s'attendait hier à ce qu'il y ait un acquittement. Or là, il y a quand même meurtre, mais sans préméditation. Le problème, c'est que on ne sait pas s'il va être condamné au sursis, s'il va faire sa peine en prison, on n'en sait rien, et pour combien de temps. Parce qu'il n'y a pas de plancher minimum en Afrique du Sud pour ce type de cas. Il faut noter, c'est un signal, entre guillemets, en faveur des femmes. Parce que comme on sait, en Afrique du Sud, les femmes sont les premières victimes de violences. D'autant plus que ce monsieur avait déjà été violent avec une de ses anciennes petites amies. Je pense que ce monsieur doit absolument faire un séjour en prison pour marquer le coup, pour faire réfléchir. Les mesures sanitaires pour lutter contre le virus Ebola s'invitent jusque sur les terrains de football. La Confédération africaine de football a interdit l'accueil des matchs dans les pays ouest-africains touchés par le virus Ebola, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Les autorités ougandaises ont également imposé des règles strictes à l'équipe et au staff du Sili national de Guinée, leur interdisant de quitter la capitale Kampala. Les détails d'Aminata Jack. L'Ouganda aux commandes du groupe E. Les Grues ont confirmé en battant ce mercredi la Guinée sur un score de 2-0 lors de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2015. Pour accueillir les joueurs du Sili national sur le sol ougandais, des mesures exceptionnelles ont été prises par les autorités afin de limiter la propagation du virus Ebola qui sévit actuellement dans leur pays. Les joueurs et le staff ont été soumis au préalable à un dépistage contre le virus dès leur entrée dans le pays. Nous avons voulu montrer aux Ougandais que nous ne baissons pas les bras. Nous avons chacun d'entre nous une forte mentalité.
C'est ce que nous avons voulu aussi démontrer aux supporters et à tout le monde. Notre morale est au beau fixe. C'est juste que c'est un peu difficile pour nous à cause d'Ebola. Les gens regardent les Guinéens différemment. Mais j'espère que cela va changer parce que c'est une maladie qui peut toucher tout le monde et nous souhaitons que l'épidémie prenne fin en Sierra Leone, au Libéria, tout comme en Guinée. L'Ouganda a connu 5 épidémies d'Ebola depuis 2000. Le pays a acquis une très grande expertise dans le traitement de la maladie. Et pour éviter l'extension du virus, l'équipe guinéenne a été interdite de quitter Kampala, la capitale, et n'est pas autorisée à rester plus de 4 jours sur le territoire. Nous avons pris certaines mesures de précaution. Ils sont logés dans un hôtel. Nous allons également faire en sorte qu'ils soient contrôlés et nous limitons leur séjour ici. Mais la particularité est que nous travaillons en étroite collaboration avec le bureau de l'OMS en Guinée afin de nous assurer que nous connaissons la provenance de chaque personne qui arrive ici, surtout celles qui proviennent des zones touchées par Ebola. La fièvre hémorragique continue d'impacter le football africain. Début septembre, la Fédération de football des Seychelles avait décidé de déclarer forfait pour le match l'opposant à la Sierra Leone. La Confédération africaine de football a interdit pour le moment la Guinée et la Sierra Leone d'accueillir des matchs internationaux jusqu'à la mi-septembre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.